pouvez prendre place parce que ça va être super ce soir, hein. N'est-ce pas Samuel? Voilà, donc je suis Christian Mostosi, je suis médecin, j'habite ici à Péruwelz, c'est important. Je suis ravi d'être là avec vous ce soir, de vous accueillir pour inaugurer en fait un cycle de conférences on a eu l'idée de mettre ça en place pour permettre de partager des connaissances de manière gratuite. Et donc pour inaugurer ce cycle de conférences, cette première conférence, on a décidé d'inviter Samuel Fourfary. Alors, comme inscrit sur l'affiche, il était prévu qu'on fasse ça dans la salle à côté, la salle à Gap, mais malheureusement, il reste des travaux à terminer pour qu'on puisse respecter les requis légaux en matière de sécurité. Et puisqu'on parle de sécurité, les sorties de secours, vous les avez ici à droite, à gauche. Vous avez les toilettes dans le couloir, elles sont accessibles. Évidemment, c'est séparé hommes et femmes, n'est-ce pas? Et donc, voilà. On va accueillir Samuel Fourfary. On peut l'applaudir. Tu peux venir. Bien, Samuel. Donc, Samuel est ingénieur polytechnicien spécialisé dans le domaine de l'énergie. Il a d'ailleurs travaillé pendant 36 ans comme haut fonctionnaire à la Commission européenne, où il a été également en charge du changement climatique. Il a également enseigné la géopolitique de l'énergie pendant près de 20 ans à l'ULB et il enseigne toujours à Londres, à l'Université de Londres. Il apparaît régulièrement dans les médias. Si vous ne l'avez pas vu jusqu'à présent à la radio, à la télé, la prochaine fois vous le reconnaîtrez. Et il a publié pas moins de 18 livres, tous aussi intéressants les uns que les autres. Il y en a quelques-uns qui sont là après à disposition. Voilà, Samuel, question importante. Toi qui as travaillé pour l'Europe, avec ton titre « Énergie, transition, écologie », tout ce que l'État vous cache, est-ce que c'est un piège à touristes ou as-tu une dent contre l'État? À toi. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bonsoir. Merci d'être là et merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Oui, la question est évidente. J'ai travaillé 36 ans à la commission et j'étais heureux comme un poisson dans l'eau. C'était fantastique. C'est un travail extraordinaire. Vous êtes au centre de la décision, des grandes décisions du monde, même de l'Europe, bien entendu, mais ça a un impact dans le monde. Et c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Je suis parti à temps, à cause de la retraite, parce que je n'aurais pas supporté ce qu'on fait aujourd'hui. Le changement est intervenu à cause de la COP 21. La COP 21 de 2015 à Paris, on a dit qu'il fallait tout changer et qu'il fallait décarboner l'Europe. Pour faire ça, il faut inventer des choses qui ne fonctionnent pas. Et comme avant ça fonctionnait, et ça fonctionnait très bien, et on a pu faire des choses extraordinaires, c'est la première partie de mon livre. Dans la première partie de mon livre, j'explique toutes les choses fantastiques qu'on a faites au niveau européen dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. Et puis à partir pas de 2015, parce que 2015 était la décision de la conférence de Paris, mais il faut le temps pour la mettre en œuvre. À partir de 2019, ça a été vraiment un retournement complet de tout ce qu'on avait fait. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Le titre a été choisi avec Christian Mostosi, parce qu'en effet, voilà, on parle toujours de transition énergétique, de transition écologique, de transition juste, même. On a inventé ce mot, transition juste, parce qu'avant c'était injuste, sans doute. Et la version de ce livre, la première version, c'était en anglais. J'ai écrit ce livre en anglais.
Et le titre que j'ai choisi en anglais, ben d'ailleurs on va le voir, je crois, oui, un peu plus loin, c'est Energy Insecurity, l'insécurité énergétique. Parce que nous avons créé une insécurité énergétique qui n'existait pas avant. Avant, il y avait la sécurité énergétique, on a créé une insécurité énergétique. Et quand j'ai parlé avec l'éditeur qui a publié ce livre, il m'a dit, mais non, vous dénoncez tellement de mensonges qu'il faut le dire, ça doit être dans le titre. Et donc c'est mon éditeur qui a choisi mensonge d'État, dans le sens de institution. Ce n'est pas l'État belge, c'est les institutions étatiques et donc y compris les institutions internationales. Et c'est pour ça que Christian a dit, ben non, il faut essayer d'avoir un titre qui correspond au livre. Je ne sais pas si vous connaissez M. Mario Draghi. Mario Draghi est un grand homme, un grand banquier. Il a été le banquier de la Banque européenne, la Banque centrale européenne. Il a été Premier ministre en Italie. Et Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, lui a demandé de préparer un rapport sur la difficulté qu'a l'Europe actuellement. Et la difficulté, c'est la compétitivité. Qu'est-ce que c'est la compétitivité? C'est la possibilité que nous avons de ne pas être écrasés par les autres. Parce que si vous êtes écrasé par les autres, vous n'êtes plus compétitif, vous ne savez plus vendre vos produits. Et si vous ne savez plus vendre vos produits, vous détruisez votre productivité à l'intérieur et vous détruisez votre bien-être. Parce que si on ne sait pas vendre des Airbus ou bien tout ce qu'on produit, ben, il n'y aura pas de travail. Et s'il n'y a pas de travail, il y a le chômage. Et s'il y a le chômage, il y a une dégradation des conditions de vie. Et donc, on est conscient, ils sont conscients, ceux qui nous dirigent, sont conscients que ça ne va pas. Il n'y a pas que moi qui le dis que ça ne va pas. Et M. Draghi a fait ce rapport. Ce qui m'a surpris, c'est que c'était le sous-titre de mon livre. On peut le voir en français, ici on le voit mieux, moi, ça c'est la version anglaise. La destruction organisée de la compétitivité de l'Union européenne. J'ai écrit le livre en anglais en 2003, publié en 2004 en français, et maintenant, l'Europe se penche sur le manque de compétitivité. Je dis, ben oui, il est à peu près temps. Les gens qui ne sont pas en tête de l'Union européenne s'en étaient aperçus qu'il y avait un problème de compétitivité. Et ce problème de compétitivité, il est tellement énorme qu'on ne va pas le résoudre d'aussitôt. C'est une mauvaise nouvelle pour nous tous. Voici quelques phrases qu'il y a dans ce rapport de M. Draghi. Pour la première fois depuis la guerre froide, nous devons vraiment nous inquiéter de notre survie. Nous inquiéter de la survie de l'Union européenne. Pas moi qui le dis, ce grand monsieur de Mario Draghi. Les entreprises de l'Union européenne sont toujours confrontées à des prix de l'électricité 2 à 3 fois plus élevés qu'aux États-Unis et à des prix du gaz naturel de 4 à 5 fois plus élevés. Comment voulez-vous être compétitif si votre énergie coûte si cher? D'ailleurs, vous le voyez bien, vous vous plaignez du prix de votre facture, n'est-ce pas? Mais vous ne savez rien faire. Mais l'industrie, elle s'en va. Et donc, la compétitivité va dégringoler. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de M. Draghi. Hein. Et puis, le chapeau. Si l'Europe ne peut pas devenir plus productive, si on reste dans la stagnation, nous serons obligés de choisir. Nous ne serons pas en mesure de devenir à la fois un chef de file en matière de nouvelles technologies, un modèle de responsabilité climatique et un acteur indépendant sur la scène mondiale. C'est-à-dire que si on continue comme ça, avec un prix de l'énergie aussi fou,
Et on ne pourra pas continuer à être des leaders. On va se faire bouffer par les Indiens, les Chinois, les Américains et même les Russes. Ce n'est pas tout. Nous ne pourrons pas financer notre modèle social. Ça veut dire que toute la qualité de vie que nous avons en Europe avec le modèle social risque de disparaître. Qu'est-ce que c'est le modèle social? Ça commence par la santé. Ça commence par les pensions, le chômage, toutes les aides sociales aux personnes démunies. Nous ne pourrons pas continuer notre modèle social. Vous comprenez pourquoi il dit que nous sommes au bord du gouffre? Nous devons revoir à la baisse certaines de nos ambitions. Parce qu'on était parti après la conférence de Paris, on va tout casser à nous, on va être les leaders du monde et on va changer le climat. Nous devons revoir notre modèle social. Pardon, nos ambitions. Sinon, la totalité des ambitions. Alors écoutez bien, nous sommes arrivés au point où si nous n'agissons pas, nous devrons compromettre notre bien-être, notre environnement ou notre liberté. Si on ne change pas ce qu'on est en train de faire du domaine de l'énergie en particulier, d'autres choses aussi, mais dans ce domaine-là, on va devoir choisir la liberté, la qualité de vie ou le climat. Qu'est-ce que c'est la liberté? On a la liberté de se réunir ce soir. Dans certains pays, ça n'existe pas. Mais la plupart d'entre nous, pour venir, nous sommes venus en voiture, n'est-ce pas? Nous priver de la liberté, ça pourrait être nous dire, vous ne prenez plus votre voiture le week-end. Hein? Vous savez qu'il y a des gens qui prétendent qu'on peut prendre l'avion 4 fois dans sa vie pour sauver la planète. Ça, c'est la liberté, la privation de liberté. Et donc, M. Draghi dit, il va falloir choisir. Hein. Peut-être qu'on va devoir imposer aux gens des privations de liberté. Manger de la viande une fois par semaine. Vous serez plus libre de manger de la viande comme vous voulez. Et tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que quand vous entendez climat et qu'on vous dit ça et ça, vous mangez des fourmis à la place de manger de la viande. Hein. Ça, c'est la privation de liberté. Ou bien, le deuxième, c'est compromettre notre bien-être. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut mettre 18 degrés dans les maisons. Hein. Ça, c'est une question de bien-être. On n'arrête pas de nous dire qu'on doit s'habiller de telle et telle façon. Ou bien ne plus aller en vacances. Ou bien uniquement aller en vélo. Ça, c'est la privation de la qualité de vie. Ne pas manger à satiété comme on est en train de manger. Il faut manger moins. La sobriété heureuse. Ou bien, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, hein, M. Draghi, arrêter ces folies avec le changement climatique. Et plus loin, il dit, ou les trois. Parce qu'on est tellement loin dans leur perte de compétitivité qu'on doit peut-être agir sur les trois. Liberté, qualité de la vie et environnement. Vous pensez que les Chinois, les Indiens s'occupent de ça? J'ai écrit un rapport que vous pouvez trouver sur Internet, il existe en 4 langues, sur ma vision du rapport de Draghi. Parce que ce brave homme a un constat que je viens de vous présenter, mais la solution qu'il propose, c'est de dépenser de 700 à 800 milliards par an, qu'on n'a pas, pour continuer à faire ce qu'on fait. C'est invraisemblable. Il fait un constat très dur, correct, en disant il y a un véritable danger, c'est 3 libertés, mais on va continuer. J'ai écrit ce rapport de 19 pages, je vous conseille de le lire parce que c'est choquant de voir le refus de voir la vérité.
il décrit la vérité et puis il dit on va continuer. Évidemment, Madame von der Leyen, l'européenne, se frotte les mains en disant ah, ça y est, on a quelqu'un qui va nous défendre. Sans se rendre compte que la condition dans laquelle on se trouve a été créée par elle. Voyez pourquoi, Christian, je suis un peu sceptique sur ce qu'on fait aujourd'hui dans la maison où j'ai travaillé pendant si longtemps. C'était pas comme ça avant. On a tout changé. Alors, maintenant je commence la présentation proprement dite. J'ai été trop vite. La notion d'énergie, tout le monde parle d'énergie. Mais la notion d'énergie, on oublie que c'est une notion de physique. Il y a encore des jeunes dans le fond, peut-être qu'ils ont appris ça récemment. L'énergie, c'est la même grandeur physique que le travail. Et le travail, c'est le déplacement d'une force sur une distance. Quand je marche, j'ai un poids, je déplace, c'est un travail. C'est pour ça qu'il faut manger, pour avoir de la force pour pouvoir travailler. Ne serait-ce que pour vivre, n'est-ce pas, monsieur le docteur, ne serait-ce que pour vivre, pour que le mouvement à l'intérieur de notre corps fonctionne, il nous faut de l'énergie. Énergie, c'est travail. Travail, c'est énergie. Et donc, ou bien on travaille comme on travaillait au début du XXe siècle, ou bien on travaille comme on travaille aujourd'hui en Afrique. En Afrique, on travaille encore comme au XIXe siècle. Pas partout, mais la majorité, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la révolution énergétique qui nous a permis de créer ce qu'on a alentour de nous. C'est grâce à l'énergie, c'est grâce à l'abondance de l'énergie, c'est grâce à l'énergie bon marché que nous avons une vie de qualité. Je vis infiniment mieux que mon grand-père qui était dans une maison, dans une montagne de Calabre, où il n'y avait rien, même pas de carreaux. Il y avait des volets, mais pas de carreaux. Pas de toilette, évidemment, pas d'eau courante, pas d'électricité, rien du tout. Il n'y a même pas un siècle. Pourquoi? Parce que nous, on consomme de l'énergie. Et lui n'en consommait pas. C'est flagrant, vous savez, la quantité d'énergie qu'il y a dans un peu d'essence. Je passe les calculs. Hein. Mais avec 3,50 € d'essence, vous faites le travail d'une personne pendant un mois. Travail manuel. Un mois de travail pour 3,50 €. Que voulez-vous que les gens fassent? Retourner en arrière? Parce qu'ils ont peur du climat? Ça ne se passera pas. C'est impossible de revenir en arrière. Vous voyez des esclaves sur cette photo. Vous savez que nous sommes tous des esclavagistes. Nous avons alentour de nous, 24 heures sur 24, chacun de nous, 150 esclaves. L'énergie que l'on consomme individuellement en Europe, c'est le travail de 150 serviteurs. Ça vous semble bizarre, n'est-ce pas? Mais vous avez 150 serviteurs qui sont là à côté de vous, constamment. Parce que vous consommez de l'énergie. Et l'énergie, c'est du travail. Vous ne le voyez pas, mais quand vous appuyez, vous ouvrez votre robinet d'eau chaude, il y a des esclaves derrière tout ça. Il y a d'abord les esclaves qui pompent l'eau pour qu'elle arrive chez vous. Il y a les esclaves qui la purifient pour ne pas qu'elle soit polluée. Il y a des esclaves qui la chauffent pour que vous ayez de l'eau chaude. Et puis si vous pensez qu'il faut venir en voiture, ben, il y a tous les esclaves qui tournent les roues. 150 esclaves. Alors quand les écologistes vous disent qu'il faut réduire notre train de vie, commencez par réfléchir quel
allez, disons 10 esclaves, vous voudriez supprimer. Pas 150. Supprimez 10 esclaves de votre vie. Par où vous allez commencer? L'eau chaude de la douche? Le lave-linge? Le frigo? Il faut choisir, hein? C'est un peu petit, je m'excuse. Ah mais non, vous l'avez grand là, pardon. En Afrique de l'Est, les Africains n'ont que 3 esclaves. Parce que leur qualité de vie est ce qu'elle est. Et donc, ils n'ont pas beaucoup d'esclaves. C'est pas 0, c'est quand même 3. Parce que s'il faut charger le GSM ou quelque chose comme ça, il y a un peu d'énergie quand même. Et puis, vous voyez que ça monte, hein. En Roumanie, c'est 42. Ah oui, la Roumanie est un pays beaucoup plus pauvre que la Belgique, hein. Donc, ils ont moins d'esclaves virtuels. Et puis, vous voyez qu'aux États-Unis, ils sont 180. En Norvège, 221. Si on a le temps, je vous parlerai de la Norvège, parce qu'il faut arrêter de croire tout ce que vous entendez, tout ce qu'on vous dit sur la Norvège. Et puis au Qatar, ils en ont 443. Au Qatar, il y a 443 par habitant, esclaves par habitant. Ben oui, ils gaspillent tellement d'énergie. On peut même faire du ski. Non, c'est à Dubaï qu'on peut faire du ski, aux Émirats. Là, il y en a 339. Si on fait du ski dans un désert, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait le travail, hein. Donc, changeons notre mentalité, parce que sinon, on va être déçus. Dans le monde, il y a environ 30 millions de tracteurs. Un tracteur, moi j'ai une motobêche, elle fait 2 chevaux, mais dans les grandes prairies, les grandes plaines des États-Unis, c'est 600 chevaux. Moi, je prends une moyenne de 100 chevaux. Vous multipliez le nombre de tracteurs par les 100 chevaux vapeur, c'est une unité de mesure, hein. Et un cheval, c'est 736 watts, un homme, c'est 100 watts. Excusez-moi, je vais vite, parce que sinon on n'en finira jamais. Les tracteurs représentent le travail de 22 milliards d'êtres humains. 3 fois la population de la Terre. Enfants, âgés compris. Vous pensez qu'on va supprimer les tracteurs? Vous pensez que les tracteurs vont fonctionner avec des éoliennes? Ou des panneaux solaires qu'on va mettre au-dessus du tracteur? Ce n'est pas une trottinette, hein? Même la trottinette ne peut pas fonctionner avec un panneau solaire. Et donc, on va être confronté à une demande croissante en énergie. Exactement le contraire de tout ce qu'on raconte toujours, on va réduire la consommation, réduire la consommation, réduire la consommation. D'autant plus que, comme vous le voyez, en Afrique, les 90% de l'énergie utilisée en agriculture en Afrique, c'est de l'énergie musculaire, des animaux ou des hommes. Seulement 10% de l'agriculture en Afrique est faite avec des tracteurs. Vous pensez que c'est juste que ces gens restent comme ça à travailler à la main? Et donc tous les dirigeants africains n'ont qu'une idée en tête. Donner des tracteurs. Pas seulement des tracteurs, donner des frigos. Donner de la qualité de vie. Donner de l'eau chaude dans les maisons. Donner toute l'électricité dont on a besoin. Et donc, il va y avoir une explosion de la demande d'énergie dans le monde. Et on va voir quelles sont les conséquences. Alors, comment nous sommes-nous libérés de l'esclavage? Parce que nous aussi, avant, on était comme les Africains. Qu'est-ce qu'on a fait pour supprimer toutes les corvées et la vie difficile et pénible des générations d'avant nous? Voici la réponse. On a consommé de plus en plus d'énergie. Et vous voyez l'augmentation linéaire de la consommation d'énergie.
Pour diminuer l'énergie, il faut qu'il y ait des crises. Les seuls points rouges qu'il y a sur ce graphique, j'ai oublié de vous dire que toutes mes données sont des données officielles. Hein, je n'invente rien du tout. J'étais fonctionnaire, je sais où on trouve les données. Hein. Vous allez sur le site Eurostat de la Commission européenne et vous avez toutes les données. Hein. Tout est officiel et transparent. Les crises en rouge, ce sont les crises pétrolières de 1973, de 1979, là où on a vraiment paniqué parce qu'il n'y avait plus de pétrole à cause des Iraniens. La crise du subprime en 2008-2009 et la crise de Covid en 2022. Mais à part ça, vous voyez que la consommation augmente. Quelle énergie augmente? Toutes. Il n'y a pas une énergie qui diminue. Le charbon, c'est sur le bas, augmente. Le pétrole augmente. Le gaz augmente le plus de tous. Le nucléaire est un peu stable, mais il va augmenter dans le futur. Et puis tout au-dessus, vous avez les éoliennes et le solaire, en vert, qui, vous voyez, qui sont en train d'augmenter. Mais tous les autres augmentent aussi. Et donc, c'est vrai que les énergies renouvelables augmentent, mais le reste augmente plus. On va le voir sur un autre graphique. Et qui consomme de plus en plus d'énergie pour supprimer les esclaves virtuels? Pas virtuels, les esclaves tout court. Bref, comme vous le voyez, c'est la grosse partie en jaune, l'Asie, Chine et Inde et tous les autres pays du sud-est asiatique. Ils représentent pas loin de la moitié de toute l'énergie consommée dans le monde. Et l'Union européenne, en bas en bleu, c'est 10% de la demande mondiale en énergie. On ne représente pas grand-chose. Et nous voudrions changer le monde. C'est ça un mensonge. C'est de faire croire que nous, on va changer le monde. Alors que tout le monde sait très bien que c'est ailleurs que ça se joue. Mais on continue à nous dire non, nous on doit changer, nous on doit changer. Et surtout, on va changer pour que les autres nous copient. Quelle utopie! Comment est née l'Union européenne? L'Union européenne est née avec la volonté de donner de la qualité de vie aux Européens. Et pour faire ça, les pères fondateurs de l'Europe, réunis à Messine en 1955, ont dit « Il nous faut de l'énergie abondante et bon marché ». Abondante parce que les besoins vont être gigantesques pour apporter la qualité de vie. Passer de l'état de mon grand-père au mien, c'est gigantesque. Et il faut que ça soit bon marché pour que tout le monde puisse en avoir. Il n'y a pas que les riches qui doivent changer de vie. Tout le monde doit changer de vie. Tout le monde doit améliorer sa qualité de vie. Donc, il nous faut de l'énergie abondante et bon marché. C'est comme ça qu'est née l'Union européenne. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné jusque 2016, 2017, 2018. C'était ça l'objectif. Je vais vous montrer aussi. Et puis maintenant, on a dit, ben non, non, non. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin d'énergie nucléaire, on va tout faire avec des éoliennes. Et donc on a changé complètement le paradigme qui était d'avoir de l'énergie abondante et bon marché par quelque chose d'utopique. On va le voir, c'est ça que je vais vous montrer. Pourquoi c'est utopique? Ce graphique vous montre la production d'une centrale solaire en Sicile. Et vous voyez que la courbe en bleu, c'est le 12 et 13 juillet de 2021. Au matin, très tôt, à 6 heures du matin, ça commence à produire. Puis ça arrive à midi, au maximum. Et puis ça redescend. Et le lendemain, même chose. Et puis en orange, je vous ai mis la courbe du 12 et 13 décembre. Et là, en bleu encore,
pendant 11h15, il n'y a pas de production d'énergie solaire. Forcément, c'est la nuit. Il n'y a pas de soleil. Et puis, vous voyez aussi que quand la courbe commence à monter, on produit très peu. Ce n'est que quand on est au maximum qu'on produit beaucoup, à midi. Et puis quand ça redescend encore. Donc le panneau solaire ne produit à son maximum qu'au zénith. Et puis ça ne produit pas beaucoup. Et en rouge-orange, c'est le 12 et 13 décembre. Et vous voyez là, ce sont des chiffres réels, hein, ce n'est pas de la blague, c'est une centrale qui existe, hein, en Sicile. 15h45 sans rien produire. Ici, c'est 3 courbes qui sont superposées pour des éoliennes. Et vous voyez qu'il y a toujours des fluctuations. En bleu, c'est le 1er 2 mars, ça fluctue. Mais grosso modo, ça produit. Et puis, en orange, 21-22 décembre, avec des très grosses fluctuations. Mais des grosses périodes où il n'y a rien du tout. Et puis, le 1er 2 septembre, en vert, vous ne le voyez presque pas, parce que c'est dans le fond de la courbe. Et là-bas, il y a 22h45 sans aucune production. Mais c'est normal. Il n'y a pas tout le temps du vent. Et s'il n'y a pas de vent, les éoliennes ne tournent pas. Et donc, il n'y a pas de production d'électricité. Et s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de production solaire. Pour mesurer la faisabilité de ces installations, on utilise un paramètre qui s'appelle le facteur de charge. On achète une machine pour faire 100, et puis à la fin de l'année, on regarde combien elle a produit. Ça s'appelle le facteur de charge. Ça ne dépend pas de l'ingénieur, ça dépend de la nature. Eh bien, le facteur de charge, en moyenne, pour l'Europe, il est de 23% pour l'éolien et de 11% pour le solaire. Quand vous voyez un beau panneau solaire chez votre voisin ou chez vous, sachez qu'il ne produit que 11% de ce qu'on vous a dit. C'est la moyenne européenne. Avec dedans l'Espagne et l'Italie. Parce qu'en Belgique et en Allemagne, c'est moins. Et pour le vent, c'est la même chose. Et donc, que faut-il faire? Puisqu'on a besoin d'électricité tout le temps. On ne fait pas notre vie en fonction du vent ou du soleil. Il faut donc des centrales électriques qui produisent 77% du temps pour compenser les éoliennes et 89% du temps pour compenser les panneaux solaires. Heureusement, on avait tout ça en Europe. Parce qu'avant d'inventer toutes ces histoires, on avait toutes les centrales qu'on voulait. Nucléaire, ou charbon, ou gaz, ou hydroélectrique. Donc on avait. Simplement, maintenant, quand il y a du vent, on dit aux centrales qui existent, maintenant, tu te tais, hein. C'est eux qui commandent. Hein. Et puis pendant la nuit, maintenant il n'y a pas de soleil, vous pouvez reproduire. Ah, maintenant il y a du vent, vous arrêtez. Stop and go de la production des centrales qui avaient été construites pour fonctionner tous les jours de l'année. Ça fonctionne. Il n'y a pas de problème technique. Mais ça a un coût énorme. Vous avez une machine opérationnelle qui fonctionne et vous ne l'utilisez pas pour faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne pas. Quelle est la conséquence de ça? Augmentation du prix de l'électricité. Et vous le voyez sur ce graphique. Plus en abscisse, c'est la production d'énergie renouvelable, et en ordonnée, c'est le prix. Et vous voyez que plus on produit des énergies intermittentes et variables, c'est le terme, intermittente et variable, plus le prix de l'électricité est élevé. Et qui sont les champions? Les Danois.
qui se vantent tout le temps d'avoir une production éolienne. Et donc, ben oui, quoi, ils ont fait beaucoup d'éoliennes. Et quand il n'y a pas de vent, qu'est-ce qu'ils font les Danois? Ils achètent de l'électricité à la Norvège. Parce que la Norvège a toute l'électricité que vous voulez à cause des barrages hydroélectriques. Mais ils se font payer, évidemment. Et donc les Danois se vantent d'avoir l'électricité la plus renouvelable, grâce aux Danois, grâce aux Norvégiens, mais en payant le plus cher possible. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est tous ces pays-ci. Hongrie, Roumanie, Malte, Bulgarie, Pologne, Slovaquie, Estonie, tous les pays de l'Est, là. Pourquoi ils payent bon marché? Parce qu'ils s'en foutent des énergies renouvelables. Excusez-moi que je dois vous le dire comme ça, sinon, si on prend des précautions de langage, on ne comprend pas. Ça ne les intéresse pas de sauver la planète avec des éoliennes et des panneaux solaires. Et ils n'ont pas d'argent pour distribuer, pour faire ça. Parce que sans argent public, pas une éolienne et pas un panneau solaire se place en Europe. Pas un. Quand on vous dit que c'est bon marché, c'est un autre mensonge. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Hein. Mais j'ai écrit la directive qui oblige la production d'énergie renouvelable en 2009. On m'a dit, j'étais fonctionnaire, j'obéissais. On m'a dit, on va écrire une directive pour obliger tout le monde de faire des énergies renouvelables. Et donc, on oblige tout le monde de faire des énergies renouvelables. Avec des subsides. Des subsides directs, indirects, cachés, publics, et surtout les subsides de votre facture d'électricité. Parce que vous recevez une facture avec 3 pages ou 4 pages. Et vous allez voir à la dernière page et vous allez voir combien vous payez pour tout ça. Alors on nous dit qu'on va faire 100% d'énergie renouvelable. Restreint. Comment on construit une éolienne? Avec de l'acier. Pour le mât. Avec des aimants pour l'intérieur. Avec des pales. Tout ça n'est pas construit avec de l'électricité qui vient des panneaux solaires. Tout ça est construit avec des molécules. Du fer, du titane, du verre, c'est du sable le verre. Tout cela est construit avec des matériaux, pas avec l'électricité solaire. Avec l'électricité solaire, vous ne pouvez pas construire une éolienne. Et avec l'électricité de l'éolienne, vous ne pouvez pas construire un panneau solaire. Il vous faut des molécules. La base, là-bas, en béton, c'est fait avec du béton. Le béton, c'est quoi? C'est du ciment. Pas loin d'ici, il y a une cimenterie. Il faut ouvrir des mines pour prendre le calcaire et cuire ce calcaire avec de l'énergie fossile, le broyer avec énormément d'énergie, parce qu'un broyeur, c'est un très mauvais rendement. Et puis, il faut le sable, l'acier, parce que tout ça est armé. Il faut transporter tout ça. Tout fonctionne à l'énergie fossile. Et plus vous voulez faire des éoliennes, plus il faudra ouvrir des mines. Parce que vous ne pouvez pas produire une éolienne avec de l'électricité. Il faut des matériaux, il faut des molécules. Et c'est ça la grosse erreur de la politique énergétique. Qu'on confond électricité et molécules. On confond bits et molécules. La révolution qu'il y a en matière de digital, de numérique, pardon, avec par exemple l'intelligence artificielle, tout ça ce sont des bits, c'est immatériel. Mais tout ce qui nous entoure, c'est matériel, ce sont des molécules. Et on ne peut pas avoir dans le domaine des molécules, de la chimie, de l'industrie, les mêmes progrès qu'on a avec les bits. Les bits, c'est 1 ou 0.
Et donc, enlevons de notre tête qu'on va faire tout renouvelable. Impossible, matériellement impossible. On n'arrivera jamais à 100% renouvelable. Pas possible, physiquement. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que les énergies renouvelables sont en train d'augmenter, comme vous le voyez à gauche. Ça augmente bien. Surtout depuis 2009, quand on a mis l'obligation de produire des énergies renouvelables. Mais comme vous le voyez, c'est la grosse partie centrale qui est la plus importante. Et ça, c'est tout ce que la nature produit. La biomasse, les déchets agricoles, le bois surtout. Ce sont surtout les pays scandinaves, les pays baltes, un peu la Bulgarie aussi, qui produisent énormément d'énergie renouvelable grâce au bois. En Suède, par exemple, alentour des villages, il y a une chaufferie bois, parce que la Suède, c'est une grande forêt, où on brûle du bois dans la chaufferie qui va, par chauffage urbain, réchauffer l'école, la mairie, quelques appartements. Et donc, vous allez en Suède et les accotements sont complètement déneigés parce qu'il y a de la chaleur, des tuyaux qui passent en dessous. Mais ça n'existe pas chez nous. Chez nous, il n'y a pas tout ça. Et donc, le bois est tout à fait marginal chez nous. Conclusion, comme vous le voyez, les 3/4, si on compte le biogaz, les biocarburants, les 3/4 de l'énergie renouvelable aujourd'hui, ce n'est pas les panneaux solaires et ce ne sont pas les éoliennes. C'est le bois. L'hydroélectrique, dans le bas, ici, ben, il n'augmente pas beaucoup parce qu'on ne peut plus construire de centrales hydroélectriques. C'est interdit ou politiquement incorrect plutôt. Et vous voyez ici en bleu, hop, qu'est-ce que j'ai fait? En bleu ici, c'est la production des éoliennes. Ça fait 16%. Les éoliennes, c'est 16% de toutes les énergies renouvelables. Et le solaire, 5%. Et pourtant, tout le monde vous remplit la tête d'éoliennes et de solaire. Alors que c'est le moins important des énergies renouvelables. Ça, c'est rien qu'énergie renouvelable. Hein. On va arriver maintenant à la vérité. Ça, c'est la vérité pour les énergies renouvelables, mais on va arriver à autre chose. Donc, c'est faux de penser que tout est renouvelable et qu'on va tout faire avec du renouvelable. Et en plus, vous êtes bien assis, ceux qui développent des énergies renouvelables s'en mettent plein les poches. Je dois prendre un peu de temps pour vous expliquer ce graphique. On met en route les centrales électriques qui sont les plus économes. On commence par faire de l'électricité avec ce qui coûte pratiquement rien. C'est pour l'Europe, hein, ceci. Et donc, on met en route les hydroélectriques, les barrages hydroélectriques. C'est l'eau qui tombe. On a construit un barrage il y a 50 ans, 100 ans, et donc ça ne coûte rien. Et on a de l'électricité renouvelable. Et puis, les autres qui ne coûtent rien, c'est l'éolienne et le solaire. Parce que vous ne payez pas le vent et le soleil. Ceci, c'est ce qu'on appelle les coûts marginaux. Hein. Ce n'est pas les investissements. Qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui? La machine est là, qu'est-ce qu'on va faire? Merci. Et donc, le vent et le solaire ont des coûts marginaux très bas. Mais ça ne suffit pas. Donc, on va mettre en route des autres machines. Celle qui est la moins chère, après, c'est le nucléaire. Si ça ne suffit pas, il faut mettre en route des autres machines, des autres centrales, avec, par exemple, du lignite ou du charbon. Lignite et charbon. Et si c'est toujours pas assez, on va mettre le gaz naturel en route, centrale au gaz. Voilà. Et si ça ne suffit pas pendant quelques secondes ou quelques minutes, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'interruption d'électricité. L'électricité doit être toujours là au moment où on en a besoin. Parfois, ça arrive qu'on met des turbines qui fonctionnent avec du fioul, du mazout, pendant quelques minutes, juste pour répondre à une demande particulière.
Mais ça coûte tellement cher qu'on ne le fait pas. Ce n'est que quand on a besoin qu'on le fait. Alors supposons qu'aujourd'hui, on a besoin de cette quantité d'électricité. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'on doit mettre en route. Bien sûr, les énergies renouvelables, électricité éolienne. Ma batterie est en panne. Vous voyez, quand on n'a pas d'énergie, on ne sait rien faire. J'ai oublié de prendre une pile de rechange, je suis perdu. Il faudrait que je pédale pour produire de l'électricité. C'est pas grave, j'ai encore de l'énergie musculaire dans mon doigt. Et donc, vous voyez qu'on doit mettre en route aussi des centrales nucléaires pour avoir certains prix. Mais, je me rapproche ici pour que vous compreniez. Ça, c'est le prix du marché. Ces centrales-là, on les met en route parce qu'elles vont gagner un tout petit peu. Sinon, on ne les met pas en route, évidemment. Ils vont dire, oui, moi, je ne perds pas d'argent. Je gagne ici. Mais celui-là, il gagne beaucoup plus. Et donc, c'est tout de l'argent du bénéfice pour tous ceux qui ont installé des énergies renouvelables, y compris pour l'hydraulique, mais ça, c'est marginal quand même en Europe, comme on l'a vu tout à l'heure. Supposons que maintenant, il faut plus d'électricité. Et qu'on doit même mettre en route pas seulement les centrales au charbon, mais également des centrales au gaz. Et le gaz coûte plus cher que tout le reste. Conclusion, les centrales au charbon vont gagner ça, les centrales nucléaires vont gagner ça, et ceux-ci vont gagner tout ça. Vous comprenez pourquoi il y a tellement de gens qui veulent installer des éoliennes? C'est le jackpot. Qui ne sert à rien, mais c'est le jackpot. Les gens s'enrichissent grâce à ça. Mais il n'y a pas qu'eux qui s'enrichissent. Les industriels des éoliennes s'enrichissent. Les communes s'enrichissent. Parce que quand vous placez une éolienne dans votre territoire, il y a des taxes, et même des subsides, et même des enveloppes. Ce qui fait que tout le monde est gagnant. En plus, il y a tous les chercheurs qui gagnent avec ça. Parce qu'à force de dire qu'on doit changer la société, qu'il nous faut des nouvelles technologies, il y a beaucoup de gens qui font de la recherche. Et actuellement, la recherche en matière d'énergie, c'est 99% sur les énergies renouvelables. Le reste, ça n'existe plus. C'est du manichéisme. J'ai écrit un article, je ne sais pas si de temps en temps vous voyez sur LCI Loïc Le Floch-Prigent. J'ai écrit un article avec Loïc pour expliquer la catastrophe de la recherche européenne. Parce qu'on fait de la monoculture. Vous ne pouvez pas dire « vous devez chercher uniquement dans ce domaine, sinon je ne vous donne pas d'argent ». Et tout le reste. C'est ce qui se passe en Europe. C'est dramatique. Maintenant, on arrive un peu plus à la vérité, là. Ce graphique vous montre la répartition de la consommation d'énergie en Europe. Et vous voyez que l'énergie la plus importante en Europe, ça reste le pétrole. Un peu plus d'un tiers. Dans le rapport de Mario Draghi, avec lequel on a commencé, il y a une fois le mot pétrole. C'est l'énergie la plus importante. S'il n'y a pas de pétrole, tout s'arrête. Je pèse mes mots. Tout s'arrête s'il n'y a pas de pétrole. Et la Commission européenne, enfin, Mario Draghi, dans le rapport pour la Commission européenne, utilise une fois le mot pétrole. On va y revenir. Le gaz naturel, c'est 23%, le nucléaire, c'est 13%, l'éolien et le solaire, c'est 3% de l'énergie qu'on utilise en Europe. Tout le monde vous parle de ça, 3%. Et dans le monde, 3%. La différence entre l'Europe et le monde,
c'est qu'ils utilisent beaucoup plus de charbon. Eux, c'est 27 et nous, c'est 12. On utilise encore du charbon en Europe, il ne faut pas croire. Mais dans les pays asiatiques, c'est beaucoup plus. Mais les éoliennes et le solaire, c'est peanuts dans le monde. Et dire qu'on va arriver à 100%, il faut être dément pour dire des choses pareilles. Et pourtant, c'est ce que tous les politiciens vous disent. Ce sont des chiffres officiels, hein, je répète, parce que sinon vous ne pourriez pas me croire. Mais donc, si les éoliennes ne sont pas la solution, c'est quoi la solution alors? Puisqu'on va avoir besoin d'énergie pour maintenir notre qualité de vie, notre liberté, mais surtout permettre au reste du monde, et pas seulement l'Afrique, à se développer, à avoir une qualité de vie, avoir 150 esclaves. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le contraire de ce que dit l'Europe. Revenir aux énergies fossiles. Mais est-ce qu'il y a assez d'énergie fossile? Parce que c'est ça tout de suite qu'on va vous dire, ben non, il n'y a pas assez. Dieu a créé le monde en mettant des ressources dans le monde. Les ressources, c'est du manganèse, du minerai de manganèse, du minerai de fer, du calcaire pour faire du ciment, et tous les métaux que vous pouvez imaginer, le tableau de Mendeleïev, hein. Et aussi du pétrole, et du charbon, et du gaz, et de l'uranium. Combien il y en a? Personne ne le sait. Personne ne sait combien il y a de gaz, de pétrole, de manganèse, d'argent, d'étain dans le monde. On ne sait pas faire une radiographie du globe, une tomographie par couche, par millimètre du volume de la Terre, pour voir combien il y en a. Personne ne le sait. Personne ne le saura jamais. On appelle ça des ressources. Parce que un jour ou l'autre, on va les puiser dans ces ressources. Et une partie de ces ressources sont appelées réserves. Quelle est la différence entre une ressource et une réserve? Les ressources, on ne les connaît pas. La réserve, on la connaît. On sait la mesurer. Parce qu'à un endroit précis, on a fait des sondages et on sait combien il y en a. À peu près, mais on sait à peu près combien il y en a. Mais ce n'est pas tout. Il faut que je gagne de l'argent en exploitant cette réserve. Sinon, il reste là. Je mets de l'argent pour pomper, ouvrir une mine, parce que je vais gagner de l'argent. Sinon, je ne le fais pas. Donc, il faut que ça soit économiquement rentable. Mais il faut aussi que je sache le faire. C'est-à-dire que je dois avoir la technologie pour le faire. Si je n'ai pas la technologie, ça reste une ressource. La beauté de notre monde, c'est que Dieu a donné de l'intelligence aux hommes et que nous sommes créatifs et nous avons pu découvrir des technologies. Et ces technologies nous permettent d'exploiter des réserves. Et plus la technologie avance, plus on découvre des réserves, parce qu'on a des nouvelles technologies. Mais un peu à la fois, on va épuiser les réserves. Et elles vont disparaître. À une trentaine de kilomètres d'ici, entre Boussu et Quiévrin, il y a une petite commune qui s'appelle Tullin. Quelqu'un connaît Tullin? Dans les années 80, j'étais à la Commission européenne, hein, dans les années 80, je dirigeais un projet belgo-allemand pour produire
du gaz à Tulin à partir de la gazéification souterraine du charbon. On essayait de faire une gazéification transformée en gaz le charbon. Parce qu'à Tulin, il y a du charbon. En fait, dans tout le Borinage, il y a plein de charbon. Et pourquoi on a arrêté les mines dans le Borinage? Parce que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Dans le Borinage, il y a des ressources, mais pas de réserve. Pour qu'il y ait une réserve, il faut gagner de l'argent. Si vous perdez de l'argent, ce n'est plus une réserve. Et si le prix du pétrole augmente, que vont faire les réserves? Elles augmentent. Vous voyez là la contradiction de tous ces journalistes? Encore aujourd'hui, à cause de ce qui se passe en Iran, quelqu'un disait « Ah, mais c'est bien s'il y a un choc pétrolier, comme ça les énergies renouvelables vont être moins chères. » Ah oui? Et avec quoi vous faites des énergies renouvelables? Avec des molécules. Et les molécules, on les produit avec de l'énergie fossile et du pétrole. Évolution de la technologie, évolution du prix, et il y a une troisième évolution. C'est l'évolution géopolitique. Demain, il y aura 51 ans qu'il y a eu le choc pétrolier de 1973. Qu'est-ce que c'était ce choc pétrolier? On dépendait tellement des pays arabes que Kadhafi a dit maintenant on arrête tout parce que vous soutenez Israël. Si vous voulez avoir du pétrole, vous abandonnez le soutien à Israël. Et donc on a paniqué. Mais depuis lors, on a pris des mesures. On a découvert, enfin on le savait mais on ne le faisait pas, qu'il y a du pétrole partout. Il y a du pétrole partout. Et donc on n'a plus peur de ce qui se passe au Moyen-Orient. On va y arriver. Conséquence, comme vous le voyez, les réserves de pétrole ne cessent d'augmenter. C'est le contraire de ce qu'on vous dit, que le pétrole va disparaître. La technologie, le prix et la géopolitique ont conduit à cette réalité. Augmentation phénoménale de la quantité de pétrole. On va y retourner. Hein. C'est mon métier. Je m'occupe de géopolitique de l'énergie. Et tous les jours, parfois un jour qui saute, on découvre des gisements et des nouveaux projets. Je vous ai mis ici quelque chose que j'avais fini ma présentation, et puis cet après-midi, j'ai découvert encore cette nouveauté d'hier. Hein, c'est hier, le 4, c'est hier. On a découvert des gisements de pétrole en Colombie. Et qui a fait ça? Petrobras. Petrobras, c'est la société de pétrolière du Brésil qui s'est spécialisée dans la production de pétrole en mer. Et donc, ils savent comment faire. Et ils ont été de l'autre côté de l'Amérique latine, dans l'océan Pacifique. Et ils ont découvert des gisements de pétrole. Mais c'est tous les jours. Évidemment, les médias belges ne vous parlent pas de ça, parce que ça premièrement, ils n'aiment pas le pétrole et donc ils ne vont pas en le dire. Et deuxièmement, parce que c'est quand même des choses techniques. Et donc, mais tous les jours, il y a des nouveaux gisements de pétrole et de gaz. Alors vous entendez maintenant qu'on a peur que l'Iran ne soit bombardé par Israël et que Israël va bombarder les champs pétroliers iraniens. À mon avis, ils ne le feront pas. Et M. Biden, je ne sais pas si vous avez remarqué, M. Biden est en train de pousser à fond pour ne pas le faire. Il a même dit, hier, en allant dans la salle de presse, pour la première fois en 4 ans, il est allé personnellement à la salle de presse où il y a les briefings quotidiens. D'habitude, il envoie les communicants. Et hier, il est allé pour dire qu'il ne faut pas que Bibi
donc Netanyahou, il ne faut pas que Bibi attaque les puits pétroliers iraniens. Il ne veut quand même pas donner un coup de main à Trump. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu que si on bombarde les puits pétroliers de l'Iran, le prix du pétrole va exploser et les Américains n'aiment pas que le prix de l'essence soit cher. Et comme c'est lui qui dirige ça actuellement, il va se dire je vais perdre, enfin, Kamala Harris va perdre des élections, il ne faut surtout pas que les Israéliens bombardent le prix de pétrole. Ils peuvent bombarder tout ce qu'ils veulent, le prix de pétrole ne va pas changer. Vous avez sur ce graphique la production de pétrole en Iran qui monte en flèche du temps du Shah d'Iran. Et puis, lorsque l'ayatollah Khomeini arrive, il installe une république islamique et il chasse tout le monde de son pays. C'est un mollah, il s'y connaît en Coran, il ne connaît rien en pétrole. Et vous voyez la dégringolade de la production de pétrole. Et depuis lors, ils n'ont jamais récupéré le niveau de production qu'ils avaient en 1979. La révolution islamique n'est pas parvenue à revenir à la production de pétrole de 1979, après 45 ans. Pas fameux comme résultat, hein. Mais en plus, la courbe jaune, c'est l'augmentation de la consommation interne. La courbe blanche, c'est la production, et la différence entre les deux, c'est ce qu'ils peuvent vendre en noir. Et vous voyez qu'ils ne vendent pas beaucoup. Ils vendent actuellement 2,8 millions de barils. Le monde en consomme 100. Donc ils ont moins de 3%. S'ils sont bombardés et qu'ils ne produisent plus rien, le monde ne ressentira pas. On n'a pas besoin du pétrole iranien. C'est eux qui ont besoin de vendre du pétrole, pas nous. On n'a pas besoin de leur pétrole. Grâce à ces trois choses que je vous ai dit, je viens de vous dire. Ça change la géopolitique. Le problème, c'est que tout le monde est resté ancré en 1973 à 1979, surtout les journalistes. Ils sont toujours en se dire, il n'y a plus de pétrole et on va avoir une catastrophe. Tant mieux, comme ça on aura des énergies renouvelables. Tout ça est faux. Parce qu'il y a tout le pétrole que vous voulez dans le monde. Je vous signale au passage que l'ayatollah Khomeini a été poussé par Jean-Paul Sartre et Michel Foucault, deux grands philosophes français de gauche extrême, athées, qui ont propulsé l'ayatollah Khomeini, l'islamiste. Comprenez quelque chose là? Pourtant, c'est ça l'histoire. Il y a même un reportage sur France Culture, vous pouvez trouver ça, l'explication que je vous donne ici sur Jean-Paul Sartre qui a aidé l'ayatollah Khomeini. Il a aidé à la révolution islamique. L'athée Sartre et Foucault. Pour le gaz, vous avez la même chose. Augmentation, parce que c'est la même chose, c'est les mêmes principes. Augmentation des réserves de gaz. Le gaz est un peu plus intéressant que le pétrole parce que non seulement il est abondant, mais il est moins cher que le pétrole. Et il y en a partout. Partout. Dans tous les continents, il y a du gaz. Je vais dire gaz naturel. Hein. Et il est bon marché par rapport au pétrole. Et il est multi-usage. Vous pouvez tout faire avec du gaz naturel. Vous pouvez faire fonctionner des voitures, vous pouvez faire de l'électricité, vous pouvez chauffer la maison, vous pouvez faire chauffer les fours de cimenterie. On peut tout faire avec du gaz. Et en plus, il est propre. Je ne sais pas comment vous cuisinez chez vous, mais à la maison, on cuisine avec du gaz. Et je vous assure que c'est propre chez nous. Parce que le gaz, c'est pas sale. Ça ne pollue pas. Le gaz, c'est propre. Si on voulait nettoyer les villes, il suffirait de faire fonctionner les voitures au gaz.
Quand je vous disais tout à l'heure que jusqu'en 2016-2017, on était encore intelligent à la Commission européenne, j'ai collaboré à écrire une communication de 2016 où on disait qu'il faut absolument développer l'utilisation du gaz dans le secteur du transport, y compris dans le maritime. Maintenant, vous voyez que les bateaux de croisière fonctionnent au gaz, hein, et les conteneurs aussi. Donc nous, on devrait fonctionner avec des voitures au gaz. Du méthane, hein, je ne parle pas du LPG. Hein. Conclusion, enfin pas conclusion, mais quand on vous dit qu'on dépend de plus en plus des énergies renouvelables, ben oui, en Europe, vous voyez, ceci représente l'augmentation de la consommation d'énergie en 10 ans. En 10 ans, on a consommé plus d'énergie dans le monde, mais pas en Europe, parce qu'on a augmenté l'éolien, on a augmenté le gaz, on a diminué le charbon. Mais dans le monde, comme vous le voyez, l'éolien et le solaire représentent 20% de la croissance. 80% de la croissance, de la demande, de la consommation, ce n'est pas du solaire et de l'éolien. Ce qui veut dire que le gouffre qu'il y avait entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables n'est pas en train de se rétrécir, il est en train de s'élargir. C'est exactement le contraire de ce qu'on veut faire ou dire. Je répète parce que c'est fondamental. Avant, il y avait beaucoup plus d'énergie fossile que d'énergie éolienne et solaire. Aujourd'hui, l'énergie éolienne et solaire augmente, mais tout le reste augmente plus. Donc la petite courbe verte qu'il y avait avant, elle augmente, mais tout le reste augmente. Comme vous le voyez ici, ça augmente 5 fois plus. On va donc vers un monde de plus en plus avec de l'énergie fossile. Voilà le nombre de contrats que le Qatar est en train de signer tous les mois avec des pays entiers dans le monde. Partout, on signe des contrats d'approvisionnement gazier. La plupart du temps, ce sont des contrats de 27 ans. J'ai essayé de comprendre, je n'ai pas trouvé pourquoi, mais c'est souvent le chiffre qui revient. 27 ans. 27 ans avec le Bangladesh, 27 ans avec la France, 27 ans avec le Japon, 27 ans avec la Chine, 27 ans avec la Mongolie. Tout le monde achète du gaz. Et il y a tellement de gaz aux États-Unis que le Qatar est en train d'investir 10 milliards pour être le premier exportateur de gaz américain dans le monde. Je répète parce que sinon vous vous direz, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Le Qatar, l'entreprise Qatar Énergie, est en train d'investir 10 milliards, investir dans un projet de 10 milliards, et eux, ils investissent 70%, pour produire du gaz liquide qu'ils vont vendre dans le monde entier. Et ils le disent sur leur site, nous voulons être les premiers exportateurs de gaz américain. Alors qu'ils sont déjà les deuxièmes exportateurs de gaz de leur pays, du Qatar. Parce que la grosse surprise, on n'avait pas besoin de ça, avec tout ce que je viens de vous dire. Mais en plus, il y a tout le gaz de schiste et le pétrole de schiste des États-Unis qui vient tout changer. Et vous avez la courbe en rouge là qui vous montre l'exportation de gaz américain. Et où va-t-il ce gaz américain? Ben pour 40%, il vient en Europe, chez nous. Et pour 34% en Asie. Et le reste un peu partout. Nous n'avons pas voulu avoir de savoir si on avait du gaz de schiste chez nous. Interdit. Il est interdit en Europe de savoir si on a du gaz ou du pétrole de schiste. Vous ne pouvez pas faire de recherche. Mais on importe le gaz de schiste américain. Les Américains, bien entendu. Ça a changé toute la géopolitique du monde. Les Américains sont les premiers producteurs de gaz, ils étaient déjà avant. Mais maintenant, ils sont les premiers exportateurs de gaz.
y compris en Europe. Les Allemands se chauffent avec du gaz américain, parce qu'ils n'ont plus le gaz russe. Et où va-t-il aller ce gaz? Ça dépend du prix, à l'est ou à l'ouest. Pourquoi on a eu une explosion du prix du gaz il y a 2 ans? Parce que quand la Russie a coupé le robinet, ou plutôt quand on a fait sauter le Nord Stream, les Américains ont fait sauter le Nord Stream, ben, il n'y avait plus de gaz. Et donc il a fallu dardard importer du gaz américain. Mais le gaz américain, comme vous le voyez, il allait aussi en Chine, au Pakistan, ou en Corée, ou au Japon. Et donc pour qu'ils viennent chez nous, on a dû payer plus cher. C'est pour ça que le prix du gaz a monté en flèche. Aujourd'hui, le marché s'est stabilisé. On a découvert du gaz aussi en Israël. Il y a tellement de gaz en Israël qu'ils sont obligés de trouver une façon de l'exporter. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec le gaz. Et donc vous voyez tous ces personnages à droite, là, ce sont tous des ministres de l'énergie ou bien des secrétaires d'État aux affaires étrangères qui essayent de voir comment exporter du gaz. Le monsieur le plus à droite sur la photo du bas, c'était le commissaire européen espagnol, Arias Cañete, chargé du climat. Il était là pour signer des accords pour voir comment exporter du gaz en Europe. Je signale que le gaz, ça produit du gaz à effet de serre. Mais bon, on n'est pas à une contradiction près. Et donc il y a plein de... J'ai écrit beaucoup sur ça, tellement c'est passionnant ce qui se passe en Israël. Hein. C'est passionnant comment, en quelques années, ils ont pu développer cette production de gaz. Ils envoient du gaz en Jordanie. Hein. Les Israéliens vendent du gaz à la Jordanie. Ils vendent de l'eau aussi à la Jordanie. Ça, c'est une autre question. C'est parce qu'ils dessalent l'eau grâce à l'énergie. Et puis, ils envoient du gaz en Égypte, non pas pour l'Égypte, mais pour le vendre dans le monde entier. Alors, figurez-vous qu'il y a du gaz aussi à Gaza. On ne le voit pas bien sur cette carte-ci. Oui, quand même, on le voit. Hein. La mer est divisée en zones. Je pourrais vous expliquer beaucoup là-dessus parce que c'est fort passionnant comment on a fait pour diviser tout ça. Ça, c'est Gaza. Et donc, ça, c'est une zone qui appartient à Gaza. Et il y a du gaz là-bas. Et on fait une grosse histoire en disant l'Israël empêche la production de gaz. Et c'est malheureux, ils en contrôlent tout. C'est archi faux. Les réserves de gaz de Gaza, c'est 3% des réserves de gaz d'Israël. Israël n'a pas besoin du gaz de Gaza. Ils ne savent pas quoi faire avec leur gaz. Donc ce n'est pas vrai qu'Israël veut prendre le gaz de Gaza. Mais qui va aller mettre 1 euro pour produire du gaz à Gaza? Personne. Et donc le gaz reste là. Il y a quelques années d'ici, j'avais été avec la commissaire européenne en charge de l'énergie à un congrès mondial du gaz. Et là, on a rencontré le ministre de l'énergie de l'Algérie, qui a essayé de nous convaincre qu'on devait financer un projet gazier qui partait du Nigeria, qui remontait vers l'Algérie, et puis de l'Algérie qui allait alimenter l'Europe. Le projet s'appelait Nigal, Ni pour Nigeria, G pour gaz et Al pour Algérie. Et on a commencé à travailler là-dessus, et puis il y a eu tous les attentats dans le Maghreb, dans le désert du Sahara. Et donc tout ça est tombé à l'eau. Qui va mettre de l'argent pour faire des tubes dans des zones aussi folles? Par contre, le projet maintenant est rené sous une autre forme, puisque cette fois-ci, on a découvert du gaz en Mauritanie et au Sénégal. Parce qu'on fait des recherches partout maintenant. Et donc, le roi du Maroc, je ne sais pas s'il est sur la photo plus loin, le roi du Maroc et le président du Nigeria sont en train de travailler pour faire un gazoduc qui va contourner toute l'Afrique de l'Ouest
pour apporter du gaz à tous ces pays africains. Parce que sans énergie, les pays ne se développeront jamais. Et ce n'est pas avec des éoliennes qu'ils vont le faire, parce qu'eux n'ont pas le backup que nous avons. S'ils veulent installer une éolienne, en même temps, ils doivent installer quelque chose qui va fonctionner 77% du temps. Et ils n'ont pas l'argent pour faire deux choses. Et quand ils font une éolienne, c'est parce que l'Europe leur donne l'argent pour le faire. Voilà, le roi Hassan, avec le président du Nigeria, qui monte un projet extraordinaire. Moi, je suis vraiment enthousiaste par ce projet qui va apporter du gaz dans tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest qui souffrent du manque de disponibilité énergétique. Je passe. 2 mots sur le charbon, parce qu'aussi on fait croire ici en Europe ou en Belgique que le charbon c'est fini. Regardez la consommation de charbon dans le monde. Pourquoi elle augmente la consommation de charbon? Parce que c'est la façon la moins chère de produire de l'électricité. Tout de suite. La moins chère, ce serait des barrages hydrauliques. Mais un barrage hydraulique, il faut 10-15 ans pour le faire. Centrale au charbon, quelques mois. Et donc, les pays qui doivent se développer rapidement construisent des centrales au charbon. Avec des technologies propres. Et qui est le champion là-dedans? La Chine. Regardez la consommation extraordinaire de charbon en Chine. La conséquence de cela, c'est que les émissions de CO2 en Chine et dans le monde explosent, contrairement à ce qu'on nous fait croire ici, qu'on va tout réduire. Le 9 avril, le Premier ministre de l'Inde, M. Narendra Modi, a fait un tweet que vous avez là sur l'écran, où il dit c'est fantastique, pour la première fois dans l'histoire de l'Inde, nous avons produit plus d'1 milliard de tonnes de charbon. Il se vante de produire plus de charbon. Le changement climatique, pour eux, ça n'existe pas. Ils veulent de la croissance et de la compétitivité qu'en Europe, on n'a plus. Et alors, j'ai appris un mot que je ne connaissais pas, et je dois le lire parce que je l'oublie tout le temps, tellement c'est compliqué. Atmanirbharta. C'est un mot indien. C'est une stratégie indienne, Atmanirbharta, qui signifie « nous allons devenir les leaders du monde ». Pour être les leaders du monde, il faut consommer de l'énergie abondante et bon marché, comme avaient dit les fondateurs de l'Europe en 1955. On arrive à la fin. Hein. Quelle est la conséquence sur les émissions de CO2 ? Ben, vous voyez qu'en Europe, elle diminue, légèrement, mais elle diminue. Ben, forcément, on ferme toutes les usines. Et on fait un peu d'éoliennes. Donc, récession économique, comme disait M. Draghi, et donc diminution des émissions de CO2. Ça, c'est le monde. Comme vous voyez, il est en train d'augmenter. Ça, c'est la Chine. Et ça, c'est la Belgique, en orange. Vous voyez, là, la ligne en orange. Vous ne la voyez pas? Bien. 0,3% des émissions du monde, la Belgique. Et on va se quitter le baraque. Le monde augmente, depuis qu'on dit qu'on va réduire, juin 1992, si vous voulez, après je vous explique, juin 1992, le monde a augmenté de 61%, l'Amérique latine de 80%, l'Afrique de 95%, parce que forcément ils étaient à zéro, donc ils augmentent, la Turquie de 185%, l'Inde de 286%, l'Indonésie dont personne ne parle, 343%, le Bangladesh de 739% et le Vietnam de 1367%. Ils partent de bas, évidemment, mais ils sont en train de récupérer
leur retard. Et donc, on va consommer de plus en plus d'énergie. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les 0,3. La petite ligne rouge, c'est la Belgique dans le monde, hein. On va faire des sacrifices énormes pour sauver la planète. Il faut faire attention parce que il ne s'agit pas de dire qu'on peut faire n'importe quoi. Il faut combattre la pollution. Je me suis occupé de changement climatique parce que j'étais le responsable de l'environnement à la Commission européenne, à la Direction générale de l'énergie. J'étais le responsable de l'environnement à la Direction générale de l'énergie, parce qu'il fallait lutter contre les pollutions. Et puis est arrivé le dossier du changement climatique. Mais ce sont deux choses différentes. Le CO2, ce n'est pas un polluant. C'est nous qui produisons du CO2. Nous aspirons de l'oxygène et nous mangeons, et l'alimentation qu'on prend se transforme en CO2 et on l'émet et les arbres le prennent et ils en font de l'oxygène. C'est le cycle de la vie. C'est la vie, le CO2. Ce n'est pas un polluant. Les polluants, c'est les composés soufrés qu'on jetait par les cheminées dans le temps. Et ça a disparu. Grâce à la technologie et la réglementation européenne. C'est les deux choses. Moi, j'ai travaillé sur ces deux choses-là, sur les directives pour abattre les polluants. Donc, il faut continuer à lutter contre la pollution. Et ce sont des photos que j'ai prises en Chine. Et vous voyez que les villes sont complètement motorisées. Pas motorisées. Monétisées, j'abandonne. On monétarise complètement la pollution. On mesure constamment la pollution. Parce qu'il ne faut pas de pollution. Qui est-ce qui a envie de vivre dans un monde pollué? Personne, hein? Même les Chinois n'ont pas envie de vivre dans un monde pollué. Et donc on est en train de combattre partout la pollution. Et ça, ce sont des poubelles digitales. Il y a une balance dans le fond qui, quand un poids est atteint, il y a un signal qui part au camion pour dire vous venez vider la poubelle. Parce qu'il ne faut pas vider des poubelles, il ne faut pas envoyer un camion si la poubelle n'est pas vide. Ah oui, ils introduisent de la numérisation partout pour consommer moins d'énergie, pour être efficace, pour être propre. C'est le bon sens même qu'il faut faire de l'économie. Et d'ailleurs, je vous présente encore un graphique sur ça, sur l'importance de faire des économies d'énergie. Et vous voyez que les économies d'énergie dans l'industrie sont réelles. Parce qu'un industriel qui gaspille de l'énergie, il fait faillite, hein. On n'a pas besoin d'aller dire à une usine, tu sais, tu dois faire des économies d'énergie. S'il ne fait pas d'économies d'énergie, il va faire faillite. Parce que le voisin va faire des économies d'énergie. C'est le propre des gens intelligents de faire de l'économie d'énergie. On n'a pas besoin qu'un politicien vienne vous obliger de faire des économies d'énergie. Par contre, au-dessus, là, les courbes du dessus, c'est vous et moi. Parce que chez nous, c'est plus difficile à faire des économies d'énergie. Je me dispute toujours avec ma femme là-dessus, parce qu'elle n'en fait pas assez. Elle me dit, mais tu n'es pas dans une agence d'énergie ici, hein? Surtout avec les fenêtres ouvertes. Oui, c'est ça le problème, et c'est pour ça que j'ai mis ce doigt-là. C'est toujours facile de dire les autres. Il y en a 3 qui viennent vers nous, hein. Ne pas prendre l'avion pour sauver la planète. Et après, vous allez skier. Ou bien vous allez au cinéma, vous savez combien ça coûte le cinéma? En énergie? J'ai écrit ça dans un livre. C'est fou ce que ça consomme en énergie un film. Ah mais non, on ne peut pas prendre l'avion, on ne peut pas prendre des voitures, les voitures SUV, c'est pas bien. Mais l'industrie du cinéma, ça c'est bien. Attention de ne pas pointer le doigt vers les autres. L'apôtre Paul a dit dans Romains, je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. C'est toujours facile de dire les autres. On va terminer, hein. Ces graphiques vous montrent que dans le monde, l'espérance de vie dépend de la consommation d'énergie. La grosse partie à gauche, là, ce sont les pays africains où on meurt jeune
parce qu'on ne consomme pas d'énergie, parce que les conditions de vie ne sont pas bonnes, parce qu'on ne consomme pas d'énergie. L'hygiène, les hôpitaux, ben vous connaissez la situation, quoi. Si vous voulez améliorer la qualité de vie en Afrique, et pas seulement en Afrique, il faut consommer de l'énergie et donc se déplacer vers la droite. Et le graphique de droite, c'est à peu près la même chose, cette fois-ci, sur la qualité de vie qui comprend également pas seulement l'espérance de vie à la naissance, mais l'hygiène, la santé, l'éducation, le rôle des femmes, etc. Et vous voyez que vous avez le même graphique, hein. Si vous voulez avoir une qualité de vie, il faut consommer de l'énergie. Je vais passer ça c'est le fils de mon frère qui fait de l'humanitaire en Afrique et qui m'envoie tout le temps des photos avec des situations invraisemblables, quoi. Vous voyez comment on cuisine encore dans certaines zones. Ben oui, eux, ils sauvent la planète, ils utilisent des énergies renouvelables. Un dernier mot, et puis j'arrête. J'ai beaucoup de respect pour la famille royale. D'ailleurs, mon livre est dédié à la reine Paola, parce qu'elle m'a encouragé à l'écrire. Un des livres, hein, pas celui dont je n'ai pas encore parlé. Mais j'ai été horrifié qu'on ait forcé ou encouragé, je ne sais pas, le roi Philippe à aller en Namibie pour un projet d'énergie. Les gens se sont mis en tête de faire de l'hydrogène. On produit 130 millions de tonnes par an d'hydrogène dans le monde. Mais maintenant, on voudrait le produire avec des éoliennes ou des panneaux solaires. Et la ministre belge, Tine van der Straten, a lancé un projet pour aller en Namibie, produire des panneaux solaires, installer des panneaux solaires pour faire de l'hydrogène, pour l'importer en Belgique, pour faire rouler des voitures à l'hydrogène. C'est éthiquement scandaleux. Moins de 50% de la population en Namibie a de l'électricité. Et la grosse partie de l'électricité vient du pays du Sud, de l'Afrique du Sud. Et pour faire de l'électrolyse de l'eau comme ils veulent le faire, avec de l'électricité verte, il faut de l'eau. Et en Namibie, il n'y a pas d'eau. Il y a l'océan. Mais pour transformer l'océan en eau distillée pour faire l'électrolyse, il vous faut de l'énergie. Et il n'y a pas d'énergie en Namibie. Mais tout ça, c'est du fric de nos taxes qui va bénéficier à tous ces escrocs. Et le roi a été pris dans le piège. Hein, voilà Madame Van der Straten qui rigole bien. Oui, ça c'est les détails. Bon. Je passe sur la chimie de l'hydrogène parce que je n'ai pas le temps de rentrer. J'ai déjà été assez long. Brûler de l'hydrogène, c'est comme se chauffer avec des sacs Louis Vuitton. C'est fou. L'hydrogène est la molécule de base de la chimie, de la pétrochimie, des plastiques, des médicaments. 130 millions de tonnes par an, vous vous rendez compte? Et maintenant, on voudrait faire ça avec des éoliennes. On n'est pas capable de faire 100% d'énergie avec des éoliennes, on voudrait faire de ça avec la chimie. Il y a tellement d'argent là-dedans. J'ai écrit ce livre-là sur l'utopie hydrogène. Avant-hier, le professeur Fontecave du Collège de France donnait une conférence sur l'hydrogène. J'apprécie ce professeur, c'est un grand chimiste, et donc j'ai écouté, mais j'ai rien appris, tout est dans mon livre. J'ai rien appris parce qu'il n'y a rien à apprendre, c'est vieux comme le monde, cette histoire de l'hydrogène. Il n'y a absolument rien de neuf. Le reste, c'est de l'escroquerie. Voilà. Je termine ici pour vous dire que je suis écœuré et triste de voir ce qu'est devenu la politique européenne de l'énergie. Ce n'était pas comme ça avant.
Avant, nous avions fait le nécessaire pour disposer d'énergie abondante et bon marché. Et puis tout d'un coup, on a dit maintenant, on doit sauver la planète avec des choses qui ne marchent pas. Mais ça marche pour d'autres, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. C'est ça qui est triste. Et le diable présente toujours quelque chose de sympathique. Il ne va pas venir vous présenter quelque chose de dégueulasse. Vous allez fuir si c'est dégueulasse. Mais on vous dit, ah, c'est propre, c'est la nature. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà, donc je vous présente 2 livres. Il y avait celui sur l'hydrogène tout à l'heure. Énergie, mensonge d'État, c'est un livre que j'ai publié au mois d'avril. Maintenant, il existe aussi en italien, en anglais et en italien, qui vous dit beaucoup plus de ce que je vous ai dit. Et l'autre livre sur la gauche, c'est une réflexion sur ce que dit la Bible de tout cela. Parce que je pense que si nous voulons obéir à la première page de la Bible, Genèse 1, 28, nous ne devons pas faire ce que l'Europe est en train de faire. Genèse 1, 28 dit « Croissez et multipliez ». Pour croître et multiplier, il y a plus de monde sur Terre. C'est ça que ça veut dire. On a vu tout au début que pour travailler, il faut de l'énergie, que le travail, c'est de l'énergie. Plus de gens sur Terre, ça veut dire plus d'énergie. Pas moyen de faire autrement. Ou alors on est tous esclaves. Et donc, si on veut avoir une qualité de vie, il nous faut de l'énergie. Et donc, obéir à cet ordre de croître et multiplier en consommant de l'énergie. Mais je ne vous ai pas dit que le verset commence par autre chose. Il commence par « Et Dieu les bénit ». La croissance, c'est une bénédiction de Dieu. La croissance économique, c'est une bénédiction de Dieu. La croissance de la consommation de pétrole, c'est une bénédiction de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut polluer. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. On doit être intelligent de ne pas polluer. Mais la croissance, pour apporter le bien-être aux populations du monde, c'est un devoir. Et nous allons le faire avec les ressources, parce que Dieu a donné assez de ressources dans la terre. Il y a assez de ressources. Parce que Dieu ne peut pas vous dire croissez, et puis vous dire maintenant vous arrêtez parce que je n'ai pas mis assez. Ça ne tient pas debout. Et les ressources, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la transformation de l'intelligence de l'homme qui va donner ce qu'il faut. Peut-être que dans 50 ans, on aura une nouvelle forme d'énergie avec la fusion nucléaire. Ou autre chose, que sais-je. Qui aurait pensé en 1973 qu'on se moque aujourd'hui de l'Iran? En 1979, lorsqu'il y a eu la révolution, l'Iran produisait 6 millions de barils par jour. Vous avez vu le graphique. Et ils exportaient environ 5 millions de barils par jour. Mais le monde consommait 30 millions de barils par jour. Donc c'était 20% de la consommation, vous vous rendez compte? 20% de la consommation du pétrole venait d'Iran. Aujourd'hui, c'est 3%. On n'a pas besoin de l'Iran. On n'a pas besoin de l'Iran. Restez avec vos mollahs. Nous, on a le gaz d'Israël et on a le gaz des Américains, on a le gaz de Russie, on a le gaz de Norvège, on a le gaz partout. C'est ça le changement de la géopolitique. Mais le monde politique ne veut pas entendre cela. Je vous signale qu'aux États-Unis, tout ça est connu. Hein. Et en Russie aussi. M. Poutine, il doit bien rigoler de tout ce qu'on est en train de faire. Parce que lui, il a tout le pétrole qu'il veut, tout le gaz qu'il veut, tout l'uranium qu'il veut, tout le charbon qu'il veut, tout le bois qu'il veut. Il doit bien rigoler de ce qu'on est en train de faire. Voilà, merci beaucoup.